Merci d'être présente pour cette rencontre avec Lisa Azuelos, qu'on n'a plus besoin de présenter, mais quand même, je vais le faire. Donc, elle est réalisatrice, scénariste, productrice. Elle est la maman de nombreux films cultes. Je croyais d'enfants. Je faisais de nombreux enfants, ça va. 3 quand même, non? 3, ouais, mais c'est déjà pas mal. Oui. Non, mais je parlais de vos films cultes. Ouais. On va parler, par exemple, de LOL, évidemment, dont on va parler de LOL 2 tout à l'heure, on se réjouit. On peut parler aussi de Mon bébé, Dalida, enfin il y en a plusieurs. Vous vous êtes lancé récemment dans le monde du podcast. Et puis on ne peut pas parler de vous sans parler de votre engagement. Vous êtes une grande défenseuse des droits des femmes. Alors là je lis parce que la liste est longue. Vous avez produit le film militant féministe Free the Nipple. Vous avez participé au Conseil sur l'égalité des sexes au sein de l'organisation intergouvernementale du G7. Vous avez réalisé un court-métrage pour dénoncer les mariages forcés. Vous avez inventé un mot pour parler d'un fléau qui n'en avait pas, la gynophobie. C'est juste un nom qui regroupe donc toutes les violences faites aux femmes. Et dans la foulée, vous avez fondé l'association Ensemble contre la gynophobie. Alors, cet engagement vous vient d'où? Déjà, je voudrais dire que j'ai fait tout ça avant MeToo. Mais ça change les choses parce que après, je me suis rendu compte que c'était pas la bonne cible. En fait... Après, j'ai fait un film qui s'appelle Yo Love, qu'on a vu ce matin, qui parlait du harcèlement à l'école et des violences, surtout à l'école. Et je me suis rendu compte qu'en fait, quand on essaie de protéger les femmes quand elles sont adultes, c'est déjà trop tard, presque. Et que ce qui est intéressant, c'est d'agir sur l'éducation. Et j'ai un peu changé mon braquet parce que je trouve qu'aujourd'hui, on a beaucoup tendance à accuser les hommes, un peu comme après la guerre, on disait les Allemands et les nazis, c'était pareil. Et moi, j'ai une sensation un peu étrange. Alors, c'est vrai que j'étais très fière à l'époque d'avoir fait tout ça parce qu'il n'y avait pas eu le phénomène MeToo, on ne parlait pas de tout ça. Et aujourd'hui, on est presque passé trop loin de l'autre côté et pour autant, on ne répare rien. C'est-à-dire que les hommes sont perdus, ils ne savent pas comment faire. Et les femmes sont toujours aussi maltraitées. Et les hommes et les femmes, là, le dernier sondage Ipsos, c'est 50% des 18-30 ans qui font plus l'amour. Alors, ça m'a fait de la peine, voilà. Donc vous avez précédé ma question parce que justement vous êtes une grande défenseuse, mais vous êtes un peu fâchée, enfin pas fâchée. Je suis fâchée, si, je suis fâchée. On peut le dire? Ah oui, je suis fâchée. Contre MeToo qui a libéré la parole, mais en même temps a censuré la parole. Alors c'est quoi la solution? C'est faire justement des documentaires comme You Love? Non, c'est de prendre les enfants quand... Vous savez, je suis toujours étonnée quand on voit des petites sorties de classe, ils ont leurs petits gilets jaunes, là, c'est pas les gilets jaunes qui sont très en colère en France avec les ronds-points, c'est les petits enfants qui sont grands comme ça. Et puis on voit les garçons et les filles, ils se tiennent la main. Ils sont adorables. Et ils s'adorent, les petits. Et puis vers 5 ans, en général, c'est là que le petit garçon se rend compte que s'il est trop proche des filles, il va être rejeté du groupe des garçons. Et en fait, la première violence, c'est la violence des hommes à l'égard des hommes. Et ensuite, ça se répercute sur les femmes qui sont moins fortes, en tout cas physiquement, probablement, dans la tête de beaucoup de gens. Et... en fait, c'est à l'école que ça se passe, tout ça. Et il y a une tolérance à la violence dans les écoles, dans les cours d'école. Il y a un non-apprentissage de l'empathie. J'avais vu des chiffres incroyables en République du Congo, où il y avait énormément de viols à partir de 12 ans dans les écoles. Et en 1 an, ils ont fait faire des cours de Krav Maga aux filles et des cours d'empathie aux garçons. Eh ben, ça a réglé le problème, hein. Une fille qui sait se défendre physiquement, ça règle le problème. Et un garçon qui a pris des cours d'empathie, parce que c'est pas forcément inné. Et en tout cas, pour plein de garçons, c'est compliqué. Je l'ai vu encore ce matin. Il y avait 10 garçons qui ont vu mon film et qui étaient complètement bloqués au niveau de l'empathie. Karine qui me fait comme ça, elle a pris le choc de sa vie ce matin, elle n'est pas revenue. En tout cas, voilà, et c'est des questions. Moi, ce qui m'intéresse dans tous mes films, c'est la relation. Et là, on est en train de couper les relations, et moi, je ne suis pas d'accord. Mais le cinéma peut être une arme. Il est une arme. Ouais, mais une arme, ça va jamais... Quand ça te touche au cœur, tu peux mourir, quoi. C'est pas une arme, en fait, c'est un lien,
Pour moi, le cinéma, c'est le fil qui va tisser. On parle de tissu social, tu vois. Et le tissu social, c'est quelque chose qui est tissé avec des fils. Et si tu n'as pas des fils qui vont d'un côté et les autres qui les croisent de l'autre, on n'a pas de tissu. Et j'ai l'impression que là, tous les fils vont dans le même sens. On ne va jamais faire ni des écharpes, ni des pulls, ni rien avec ça. Hein. Voilà. Donc, moi, je trouve qu'il faut vraiment croiser les fils de la relation avec les peurs que ça peut entraîner. On a très peur d'être en relation avec les autres. C'est ce qui fait presque le plus peur sur la Terre, en fait. Tu vas à une soirée tout seul, tu connais personne, tu as envie de mourir, quoi. Tu as peur, mais tu as peur de quoi, tu vois, qu'est-ce qui va t'arriver? Mais on a peur de la relation quand on ne connaît pas les gens, on a peur d'être jugé, on a peur d'être pas à la hauteur. Beaucoup de garçons, ils ont peur d'être rejetés par les filles, elles ont peur d'être violées par les garçons. On n'a que peur. Et je crois que l'apprentissage de la confiance, de la non-peur, c'est quelque chose qui doit s'apprendre parce que ça ne va pas d'office, quoi. Alors, on n'a pas beaucoup parlé de cinéma, là. C'est ce que j'allais dire. Donc, on a parlé de la personne engagée, là, vous l'avez vue, elle est très engagée. On me donne un mot, c'est parti. Mais justement, pour revenir au cinéma, vous avez fait vos études en Suisse, vos études dans un pensionnat en Suisse. Ah oui, quand j'étais petite, mais ce n'était pas des études. C'était le pensionnat. C'était des pensionnats, ouais. Ensuite, vous vouliez être analyste financière, vous avez fait des études dans ce sens-là. Et à quel moment le cinéma est entré dans votre vie ? En fait, je ne voulais pas être analyste financière, mais j'ai eu mon bac très jeune, à 16 ans. Et mes parents ne voulaient pas que je fasse de cinéma. Moi, je voulais être actrice à la base. Alors, on doit peut-être rappeler, pour ceux qui ne le savent pas, votre maman... C'était Marie Laforêt, donc, qui a beaucoup habité en Suisse, qui était une habitante de la Suisse et une actrice qui a joué dans Plein Soleil, entre autres, dans plein d'autres films. Et j'ai eu mon bac à 16 ans et on m'a proposé un film à ce moment-là et mes parents ont dit non. Ils m'ont empêché de le faire. Et en fait, je me suis dit, jusqu'à 18 ans, ils vont jamais me laisser tranquille. Donc, il faut que je fasse des études de 16 à 18 ans, parce que sinon, bon. Puis, ils m'obligeaient à faire des études. Donc, j'ai fait des études à côté de chez moi. C'était des études de gestion. Ça ne m'intéressait pas du tout, mais pendant ce temps-là, j'avais la paix. Je pouvais aller en boîte de nuit. Voilà. En gros, les études, ça sert à avoir la paix, hein, pour faire ce qu'on veut. Quand on n'est pas ultra motivé par ce qu'on apprend, en tout cas. Et puis après, on m'a dit « Ah, c'est dommage, tu as fait 2 ans, avec 2 ans de plus, tu as une maîtrise. » Alors j'ai fait 2 ans de plus. Puis après, on m'a dit « C'est dommage, tu as une maîtrise, tu pourrais avoir un beau métier. » Puis du coup, je me suis retrouvée analyste financière. Je ne comprenais rien, je détestais la bourse. Et au bout d'1 an, j'ai dit « Je ne peux pas rester à gagner de l'argent en pensant à l'argent, quoi. C'est pas possible. » Donc, j'ai quitté la bourse. Je pense que j'aurais été beaucoup plus riche aujourd'hui si j'étais restée, parce que c'était l'âge d'or. Mais du coup, je suis devenue assistante d'un chef d'éco. Sur Monsieur Hir. Ouais, sur Monsieur Hir. Waouh, t'as des super notes. C'est trop fort. Et là, j'ai dit, mais c'est incroyable comment chaque jour, en 2 mois, 3 mois, on fabrique une histoire. Chaque jour, on tourne 3 minutes, 2 minutes, 1 minute, 7 minutes. Et au fur et à mesure, c'est comme la neige qui s'entasse, ça, tout à coup, ça fait une histoire, quoi. Et ça m'a complètement bouleversée. Et au bout d'1 an, j'ai fait tous les stages, costumes, mise en scène, déco, tous les stages possibles. Et puis j'ai dit, je crois que j'ai compris, je vais en faire un moi-même. Puis ça a démarré comme ça, en fait, voilà. Et puis quand même, vos études vous ont servi en tant que productrice. Non, en fait, mes études m'ont servi. En fait, c'est pas mes études, c'est l'analyse financière, parce que ma chance, c'est que je suis tombée pendant un krach boursier. Parce que peut-être que si j'avais gagné beaucoup d'argent, je serais pas partie. Mais moi, toutes mes économies sont parties comme ça, du jour au lendemain. Et j'ai vu tous les mecs qui se prenaient pour des cadors pendant 1 an pleurer parce qu'ils avaient perdu trop d'argent. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, les gens d'argent sont pas spécialement intelligents, quoi. Enfin, j'ai pas remarqué que je pouvais leur vouer une admiration. Ils se sont fait avoir comme tout le monde quand il y avait un krach boursier. Et du coup, après, j'ai pas eu de problème de parler d'argent avec les producteurs ou quoi. J'avais pas honte de demander de l'argent. J'étais pas impressionnée par le fait que ces gars-là avaient la tirelire, quoi. Donc, voilà. Toute votre filmographie, en fait, c'est votre vie, en fait. Si on doit savoir quelque chose sur vous, on regarde vos films. Il y a la relation mère-fille dans LOL, dans Mon bébé aussi. Dans I Love America, c'est votre relation un peu compliquée avec votre mère. Ouais.
Pourquoi vous partez toujours de l'intime, en fait, de votre intimité à vous? Alors déjà, je crois que j'ai pas une imagination très débordante. J'arrive pas à imaginer des choses que je connais pas. Donc, j'arrive à me servir, en revanche, de ce que je vois. C'est-à-dire que je vois une petite scène dans le métro, je peux en faire une grande scène au cinéma. Mais si je ne l'ai pas vue, je ne vais pas pouvoir la créer. Moi, c'est avec ce que je connais que je fais des films. Ce que je ne connais pas, je ne le connais pas, je n'arrive pas à l'imaginer. Mais bon, alors, non, je dois vous contredire. Dalida, vous la connaissez? Ah bah, je l'ai connue, alors là... D'abord, je l'ai connue en vrai, parce que ma mère m'emmenait sur les plateaux de Mariti, Gilbert Carpentier. C'était des grandes émissions comment on dit, de show business, quoi, de variété, voilà. La variétoche, on appelait ça. Donc, petite, j'ai connu Dalida, et d'ailleurs, je la trouvais ridicule, avec ses robes à paillettes. Je trouvais qu'elle faisait vieille, avec des grands cheveux. Je ne comprenais pas ce personnage. Et puis après... j'ai été bouleversée par Dalida. Et ce film est arrivé sur moi. Et en fait, je me suis dit, c'est l'occasion de parler de ma mère, c'est l'occasion de parler du show business, c'est l'occasion de parler de toutes mes années d'enfance, qui étaient les années 70-80, et même 60. C'est l'occasion de parler d'un métier que je connais vraiment de l'intérieur, de l'intime, parce que j'ai vu ma mère en répétition, je l'ai accompagnée dans les studios, je connaissais ça. Après, c'était pas Dalida, c'était ma mère, mais c'était l'occasion de parler d'un peu de ma mère sans avoir à parler de ma mère. Et puis du coup, bonsoir. Bonsoir. Et puis surtout, en fait, quand les gens sont célèbres aujourd'hui avec Internet, mais tu as accès à tout, toute sa vie. Moi, j'avais toutes ces interviews. Tu peux retrouver tout à partir du moment où tu te focalises sur quelqu'un, mais je peux te dire que tu deviens hyper professionnel de cette personne, quoi. Mais si on en revient à vos films qui sont plus intimes, qui parlent de votre vie à vous, est-ce que c'est aussi une façon, l'occasion de réparer quelque chose? Je pense que c'est quand c'est réparé que je peux en faire un film. C'est dans l'autre sens que ça marche. Moi, j'adore les thérapies. Je suis un peu là... Les gens, ils partent en sac à dos, s'aventurer dans les pays. Moi, je prends mon petit sac à dos intime et je m'aventure dans mon paysage à moi, quoi. Et je fais plein de thérapies différentes pour me connaître, parce que c'est vrai que j'ai été tellement démunie de maman quand j'étais petite. On me disait pas, bah, ça c'est comme ça tu manges comme ça tu vas là. Enfin, j'ai été tellement seule que j'ai été obligée de m'apprendre toute seule et de me cartographier toute seule. Et donc... j'ai fait beaucoup de thérapie, et quand je comprends quelque chose, bah, du coup, j'en fais un film. Mais probablement aussi que le fait de faire un film répare, mais en général, je suis déjà réparée. En revanche, ça me permet de réécrire l'histoire à ma sauce, quoi. Et ça, c'est pas mal. Tu sais, parce que quand tu quittes un rendez-vous, tu dis « Ah, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça. » Ben là, il n'y a pas. Là, c'est moi qui refais tout. Je reprends le contrôle sur une histoire qui m'a échappé, en fait. Et est-ce que vous en parlez à vos proches d'abord? Bon, vous avez fait tourner votre fille dans Mon bébé, mais est-ce que quand même, avant de lui proposer le rôle, vous parlez, voilà, je vais faire un film sur ça, ou pas du tout? C'est un truc qui vous est très personnel et vous incluez pas les autres? Ah non, mais j'inclus tout le temps les autres, en fait. D'abord, quand j'écris un film, c'est que le film me laisse pas le choix. Moi, j'estime que je suis un peu comme un canal. C'est-à-dire que... récemment, j'ai subi une opération. Le premier truc que j'ai pensé en me réveillant, c'est des dialogues de mon film que je suis en train d'écrire. Ça ne me laisse pas tranquille. Quand une histoire veut s'écrire à travers moi, j'ai pas le choix que de l'écrire. Tu sais, c'est comme dans Ghost, quand elle entend la voix et que ça lui la laisse pas en paix. Moi, ça me laisse pas en paix. Et c'est pas moi qui dis à ma fille « Ah, tu voudrais bien jouer dans mon film ». C'est ma fille qui me dit tu comptes quand même pas donner le rôle à quelqu'un d'autre. Tu vois, c'est pas quoi. Moi, je suis plus au service. Vous n'y aviez pas pensé? Pour Mon bébé, si, parce que c'était vraiment... En fait, ce qui s'est passé avec Mon bébé, c'est que j'ai vu un film qui s'appelle Boyhood. Je sais pas s'il y a des gens qui l'ont vu ici. Qui se tourne sur je sais pas combien d'années. Qui tourne sur un petit garçon, une famille de 8 ans à 18 ans. Et moi, je vois ce film comme ça. Patricia Arquette a eu l'Oscar pour ce rôle. Et puis à 18 ans, son fils part de la maison avec un petit carton dans les mains
Elle est assise. Et puis lui, il part vivre sa vie, quoi. Il a un petit carton comme ça. Et elle le regarde déprimé et elle lui dit mais c'est ça, en fait. Il lui dit quoi? Il dit tout ça, tout ce qu'on vient de voir là pendant 10 ans de vie, ça se résume dans un petit carton, tu montes dans ta bagnole et tu t'en vas. Et moi, je reste seule à la maison. Oh, ça m'a fait un choc. Je me suis dit, mais ça va m'arriver l'année prochaine. Il faut que je me prépare. Et là, j'ai commencé à filmer ma fille, parce que elle, c'était la dernière, et après elle, il n'y aurait plus personne à la maison. Et en fait, je compare un peu ça à un mec qui a bossé dans une boîte pendant 30 ans, et puis c'est la retraite, quoi. Tout le monde lui fait son petit pot de retraite, puis il part, et puis qu'est-ce qu'il va faire? Et il ne connaît rien d'autre, quoi. Et moi, je ne connaissais rien d'autre que d'être une maman depuis 30 ans, quoi. Et tout à coup, tu es au chômage de maman, il faut se réinventer. Je me suis dit, mais je ne suis pas du tout prête à ça, et c'est un choc. Mais vraiment, un truc... j'ai eu des copines en pleurs qui m'ont appelée, parce qu'après, j'étais soi-disant devenue la professionnelle de ça. Mais elles me disaient, mais comment tu fais? Mais c'est horrible. Nanana. Mais parce que c'est vraiment un choc, quoi. C'est un choc de devenir maman, et c'est un choc d'arrêter d'être maman, quoi. Même si on n'arrête pas, mais on arrête un peu quand même. Donc c'est faux, quand on pense qu'on se réjouit que nos enfants partent du nid, c'est faux. Après, alors par contre, ce qui est fou, c'est que moi j'étais en pleurs. Le moment où elle est partie, la fête. Je me suis dit, mais je peux retrouver ma vie, je peux retrouver ma liberté, je peux re-être moi, en fait. Je suis plus qu'une maman. Et j'ai tellement aimé qu'en fait, je suis partie vivre à l'étranger. J'allais dire, c'est là que vous êtes partie aux États-Unis. C'est là que je suis partie aux États-Unis, parce que je voulais me retrouver, mes fameux contours, ma fameuse cartographie. Qui suis-je quand je ne suis pas la mère de quelqu'un? Et surtout quand je ne suis pas Lisa Azuelos qui fait des films et qu'on connaît. Mais alors vous avez trouvé quoi à Los Angeles? Juste moi, quoi. Mais c'était une autre moi. C'est une moi qui fait plus attention à moi. C'est une moi qui a du temps pour des amis. C'est une moi qui ne se fait pas trop de soucis. C'est une moi qui se laisse vivre, en fait, qui vit. On est tout le temps en train de vouloir faire des trucs pour sentir qu'on a le droit de vivre. Et là, je me suis dit, mais en fait, j'ai le droit de vivre. Même si je ne fais rien, quoi. Mais vous ne faites pas rien. Depuis juin 2024, vous êtes lancé dans un podcast, votre podcast. Ouais, mais bon, c'est les autres qui parlent. Bon, quand même. Non, mais je parle aussi. Vous parlez tout. Non, mais je me suis lancée là-dedans parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent quand tu me parles, ça me fait du bien. Alors je dis je vais le faire pour un plus grand groupe, quoi. Mais ça reste très artisanal pour l'instant. Bon, enfin, s'il y a des gens qui veulent écouter, ça s'appelle le Lisa Azuelos Podcast. Voilà. En plus, vous êtes hyper prolifique. Il y en a combien là? Il y en a un par semaine. Mais moi, on m'a dit si tu fais pas un par semaine, ça marchera jamais. Alors du coup, je fais un par semaine, mais c'est beaucoup. C'est énorme. Ouais, c'est beaucoup. Mais moi, ma chance. Ça vous plaît dans le podcast parce qu'il n'y a pas d'image. Ça vous plaît le côté justement pas d'image? Déjà, si, parce que je suis filmée. Non, mais nous, on peut l'écouter sans image. En fait. Ah oui. Moi, j'écoute tous mes podcasts sans image, même quand c'est filmé. J'adore retrouver. En fait, quand j'étais aux États-Unis, il fallait beaucoup conduire. Et en France, c'est vrai, on ne peut plus trop conduire. Il y a tellement d'embouteillages, de PV, de flics, bref. Aux États-Unis, j'avais une voiture que j'avais plus depuis 30 ans. Et c'est des longs trajets. Donc, pour ne pas me faire chier, je mettais des podcasts français. Et j'ai redécouvert le pouvoir de l'oreille, de la narration dans l'oreille. J'aimerais même faire des films en oreille, juste. Et peut-être je vais le faire. Parce que bientôt, il n'y aura plus d'argent pour faire des films. Donc, je ferai des films, je raconterai les histoires. Une fois, j'ai fait un film dans ma tête et je ne l'ai jamais fait. J'ai dit, celui-là, il sera que pour moi. Et il était super. Mais je n'ai pas eu envie de le faire. J'ai envie de le voir, mais pas de le faire, quoi. Et donc là, on parlait au début de LOL 2. Ouais. Vous êtes revenu à Paris pour ce film. Oui, entre autres. À moitié à Los Angeles. Non, là, je suis vraiment rentrée parce que justement, je suis en prépa et puis que... Mais c'est donc saison après le volet 1. Ouais. Je ne sais pas si on peut appeler ça un volet 1. C'est une suite. Saison 2, on va dire. Saison 2. Voilà. Donc il y aura les mêmes acteurs, actrices? Alors, il n'y aura pas tous les mêmes acteurs, actrices. Il n'y aura pas tous les jeunes. Et c'est vrai que LOL, c'était beaucoup les jeunes. Mais il y a d'autres jeunes. En fait, c'est les deux petits qui étaient avec Sophie parce qu'elle avait 3 enfants. Il y avait Lola. Et puis, elle avait la petite sœur et le petit frère. Et là, la petite sœur et le petit frère, ils sont devenus grands. Donc, je traite eux parce que malheureusement, Christa Terré n'a pas voulu faire le film. Et puis, ça permet de parler des 25 ans. Et c'est un âge qui est intéressant, je trouve, surtout pour les filles, parce que c'est un âge où, en général, on a fini ses études. On se dit, il faut que je choisisse. Et
après on te dit choisir, c'est renoncer. Et toi, tu es là, tu dis, mais je veux rien renoncer à rien, et je veux rien choisir, et tu es perdu, tu sais pas s'il faut que tu te mettes en couple, pas en couple, s'il faut profiter de la vie, s'il faut te caser, s'il faut gagner de l'argent, s'il faut faire ce que t'aimes, ou ce que t'aimes pas, mais il faut se forcer un peu, parce qu'après tu pourras faire ce que t'aimes. Enfin, c'est genre... C'est une angoisse de moment, et j'avais envie de parler de cette angoisse. Et pour Sophie Marceau, elle va devenir grand-mère, et c'est une angoisse aussi, parce que elle dit, mais je suis peinarde quand, quoi, en fait. Voilà, donc c'est ce moment de transition. Vous parlez d'angoisse, il y a une petite angoisse quand même de faire le volet 2. Enfin, ouais, il y a une grosse angoisse de faire le volet 2 parce que c'est un volet 2, mais c'est un peu différent, parce que je parle pas des mêmes enfants, et que le volet 1, il était super, hein, que je pense que je ferais pas mieux. Mais je ferais différent. Mais il y a aussi une angoisse, je pensais plus, moins à la répercussion, enfin, au public et tout ça, mais plus financièrement. Parce qu'il a rapporté beaucoup, enfin, il y a eu un grand succès. Est-ce qu'on s'attend à un grand succès? Enfin, pareil, est-ce qu'il y a des pressions des producteurs enfin, vous voyez Non, la pression, c'est moi qui me la mets, en fait. C'est marrant parce que quand on vous voit, on a l'impression que vous êtes dégagé de toute pression et de tout diktat, enfin, que vous êtes aussi très libre. Oui, aussi. C'est-à-dire que je me mets la pression, je vais faire en sorte que ce soit au mieux, mais je sais que ça ne dépend pas que de moi, quoi. En fait, la partie qui ne dépend pas de moi, je la lâche. Et ça, vous avez appris avec le temps? Ah non, j'ai appris parce que je n'ai pas les moyens de me faire trop de soucis. Je pense que j'ai été trop traumatisée petite, et je raconte souvent cette histoire, mais mes 2 filles, elles faisaient de la gym avec les agrès, la poutre, enfin bon. Et je les ai emmenées 2 fois par semaine. Et un jour, j'arrive, il y a les pompiers. Et il y a une petite fille qui était tombée de la poutre, qui s'était cassée la jambe. Et j'arrive et je fais, mais j'ai jamais pensé qu'il pouvait leur arriver un drame. Pour moi, je les déposais à la gym, c'était super. Et puis je rentrais, quoi, je m'en foutais. Et je dis, mais j'ai jamais pensé qu'il pouvait y avoir un accident. Et il y a une maman qui me regarde et qui me dit, quelle chance, j'y pense à chaque fois que je les dépose. Et je me suis dit, on est toutes les 2 à déposer nos enfants dans le même endroit. Moi, carrément, je les oublie pendant 2 heures. Et elle prie qu'il leur arrive rien, quoi. Et c'était la même action. Donc, dans ce sens-là, je suis un peu comme Dory dans Nemo, quoi. Moi, je fais les trucs, après, j'oublie. Donc, en fait, je ne peux pas me faire de soucis. Mais je crois que j'ai vraiment morflé quand j'étais petite. Et ma mémoire a pris l'habitude d'effacer tout en permanence. Voilà. C'est moins drôle. Hein. Je ne suis pas si peinarde que ça. Vous parlez de la solitude que vous aviez enfant. Est-ce que c'est pour ça que vous vous êtes créé un peu une famille? Alors, je ne sais pas, c'est ma vision. C'est ma vision. Vous créez une famille de cinéma. Sophie Marceau, qui est dans 3, maintenant bientôt 4 films. Enfin, vous vous êtes créé votre propre famille, celle que vous aviez envie? Ouais. Alors, bizarrement, j'ai plus ce sentiment à Los Angeles. Ah bon? Ouais. Je me sens plus... Les gens, ils s'occupent de moi à Los Angeles. Ils me prennent... Je ne suis pas que une mère là-bas, en fait, comme on est tous expatriés, et puis même les Américains qui sont à Los Angeles, ils ne sont pas nés là-bas. Donc tout le monde est parti poursuivre un rêve, et on a tous en commun un rêve qui est, bon, grosso modo, de réussir dans le cinéma ou des choses comme ça. Mais on s'entraide tous, parce qu'on est tous arrivés au bout du rêve. Il y avait pas, après, il y a la mer, quand on tombe dedans. Et en France, je n'ai pas ce sentiment de famille, ni famille du cinéma. En revanche, j'ai ma famille à moi, c'est-à-dire mes enfants. Ça, oui. Mais... Et qu'est-ce que les États-Unis ont insufflé, tout ce que vous nous dites là, mais dans votre cinéma, si tant est que ça ait insufflé quelque chose? En fait, quand on se balade dans Los Angeles, pour moi, c'était tous les films que j'ai aimés dans ma vie. Que ce soit Los Angeles ou New York, tu as tout de suite, je sais pas, Pretty Woman, c'est à Los Angeles, Quand Harry Met Sally, même l'Amérique, pour moi, c'est tous les films que j'ai adorés. Donc, quand je me balade dans les rues, j'ai l'impression d'être dans un film. Alors qu'à Paris, c'est là où je suis allée au lycée, c'est là où j'ai eu un accident de ça, c'est là où je me suis fait larguer, c'est là où... Enfin bon, tu vois, les rues, elles ont d'autres significations que là-bas. J'ai l'impression d'être dans mon décor de cinéma favori, quoi. Donc, voilà, mais bon, je
je suis très amoureuse de l'Amérique, en fait. Mais j'aime beaucoup la France aussi, hein, mais j'ai besoin des deux. Mon cerveau, je crois que cerveau droit, il est à la France, cerveau gauche, il est en Amérique. LOL qui avait été adapté, enfin il y avait une version américaine, c'est moi qui l'ai faite. C'est ça, hein, ouais. C'est juste, tout d'un coup ça m'a fait un ouais. truc. Ouais. Bah ouais, parce que je me disais c'est con, si ça a marché en France, ça va marcher aux États-Unis. Et puis en fait, ils l'ont pas sorti. Ah bon? Bah ouais. Et puis faire un film vraiment américain. Américain. Bah, c'est ça en fait qui m'a donné l'amour de l'Amérique, c'est que tout à coup je suis devenue copine avec Miley Cyrus, Demi Moore, et puis tous les jeunes acteurs qui jouaient dedans. Et la plupart sont restés mes amis en fait. Et du coup en Amérique j'ai vraiment vécu comme une Américaine. Et j'ai eu cette chance, c'est très rare de pouvoir... c'est comme se refaire une virginité un peu, hein, c'est une deuxième vie. En fait, ça permet d'avoir deux vies. Et moi, j'aime bien ce sentiment, peut-être parce que quand j'étais petite et que j'étais en pension, je savais que j'avais une autre vie ailleurs et que ça, c'était pas ma vraie vie. Et faire du cinéma aux États-Unis, c'est aussi compliqué qu'en France? Beaucoup plus. Parce qu'il y a plus de monde ou parce que tout est... Bah, déjà, moi, je suis pas connue là-bas. Donc là-bas, les gens, ils sont pas aussi gentils qu'avec moi ici. Hein. Déjà. Donc, c'est pas facile là-bas. Et puis, il y a eu le Covid, il y a eu la grève des scénaristes, il y a eu les feux, là. Enfin, je veux dire, Hollywood, ils n'arrêtent pas de prendre des tannées, quoi. Donc, c'est un peu difficile en ce moment. Le cinéma, c'est vrai que les plateformes aussi, ça a changé beaucoup la donne. Mais j'ai toujours un Oscar dans mon fond d'écran de téléphone, quoi. J'y crois encore. Mais vous avez des projets plus que... Non, enfin oui. Mais je les ai tous traduits pour les faire en français. C'est malin. Bah voilà. Mais au moins, j'ai eu du temps là-bas pour les écrire, pour avoir... J'aurais jamais eu ces idées-là si j'étais pas partie aux États-Unis. Et donc, vous gardez ces idées secrètes ou bien vous pouvez nous en dire un? Non, bah, y a une série que j'ai écrite et c'est un jeune garçon qui fait une tentative de suicide et qui est à Ibiza. Et il y a toute sa famille qui vient à son chevet parce qu'on ne sait pas s'il va s'en sortir ou pas. Et en fait, il y a un médecin qui dit que la meilleure chance pour ce garçon, c'est de faire en famille une thérapie sous champignons psychédéliques. Et vous avez testé pour... Bien sûr. Moi, j'adore la thérapie sous champignons. Je vous le dis, j'en ai rien à foutre. Ici, c'est légal en plus, alors oui. Carrément... Non, mais c'est une révolution, quoi. C'est une vraie révolution pour la psyché. Hein. Au lieu d'aller 30 ans parler à un psy qui va vous faire ressasser tout ce qui va mal, le champignon, il va vous montrer tout ce qui va bien, la beauté du monde et comment il peut vous aider. Et tout ça en 2 heures, 3 heures, quoi. C'est incroyable. Et donc ça, allez, là, je vends des paquets de champignons à la fin, si vous voulez. Non, mais il faut le faire avec un thérapeute, par contre. C'est pas pareil qu'en récréatif. Mais donc ça, c'est une série qui que j'espère va être picked up, comme on dit, qui va être choisie. Je l'ai écrit en Amérique parce que je pensais qu'il n'y avait qu'en Amérique. Et puis finalement, ça arrive en France. Il y a de plus en plus de gens qui prennent des champis et tout ça. Et du coup, le temps qu'ils se décident à faire la série, peut-être ça va vraiment être à la mode en France. Hein. Ben c'est sûr. Qu'est-ce qui est amusant parce que vous auriez pu en faire un film en l'occurrence. À quel moment vous dites je fais une série et puis pas un film? Mon idée en fait c'était que chaque membre de la famille qui a son trip, ça s'appelle The Trip, et chaque membre de la famille c'est un épisode. C'est trop bien. Donc c'est pas le même épisode le père ou le fils ou le Saint-Esprit. Voilà. C'est génial. Hein. Ouais, non. Franchement, voilà, faites une grande prière collective. Moi, je rêve de faire cette série. Ça va être génial. Et après, ils vont me l'acheter en Amérique et je vais pouvoir retourner avec ma série américaine. et donc, vous faites des documentaires, mais quand vous faites des documentaires, on a parlé de Your Love, il y a My Way, qu'on peut voir sur Canal+. C'est quoi? C'est la chanson C'est sur la chanson My Way, en fait, oui. Qui est la chanson la plus vendue au monde et la plus reprise. Il y a eu plus de 4000 reprises de cette chanson. C'est fou. Hein. C'est vrai. Et les Américains ne savaient pas que c'était une chanson française de Claude François qui était comme d'habitude. Ben oui. Ouais. Et donc, quand vous faites des documentaires, souvent vous co-réalisez. Vous vous sentez pas à même je me sens pas à même. En général, ça tombe toujours à des moments où je fais des longs métrages. Et du coup, j'ai pas complètement le temps de les faire.
Et puis moi, j'aime pas être toute seule. Et sur un documentaire où c'est beaucoup de travail, beaucoup de recherche, je trouve que c'est plus sympa de le faire à deux, en fait. Mais le cinéma, même si après il y a une équipe sur un tournage, toute l'écriture, c'est un métier de solitaire, Ouais. mais qui est le même pour le documentaire. Ben, un documentaire, en fait, non, il faut écrire ce qui existe déjà, quoi. Enfin, on va aller chercher des infos. Moi, sinon, c'est moi qui crée une histoire qui n'existe pas, qui est dans ma tête. Un documentaire, si je vais parler de l'écologie, de MeToo, de je sais pas quoi, c'est déjà arrivé. Je vais aller chercher des infos. Là, c'est des infos qui m'arrivent qu'il faut que je recrache. C'est pas pareil en fiction. Et les choses que vous produisez, ce sont des choses forcément engagées aussi? Non, moi, Vous fonctionnez au coup de En fait, cœur? j'ai pas de stratégie. Je pense que peut-être j'aurais une carrière incroyable, enfin plus incroyable, on va dire, si j'avais une véritable stratégie. Mais je rencontre quelqu'un qui me touche, il me dit ah, j'ai un film, je le lis, ça me plaît, si j'arrive à l'aider, ben, je vais le produire, quoi. C'est plus ça, c'est au gré des rencontres, au gré de ce qui se passe dans ma vie. Voilà, je me laisse mener par ma vie, en fait, beaucoup. Et ça fonctionne jusqu'à présent? Bah voilà, c'est pour ça que je touche à rien, je continue. Je pense un petit peu comme ça en escalier. Ouais. Je reviens aux États-Unis. Allez. Aujourd'hui, sous Trump, vous avez le même amour. On va parler de ça? Non, mais c'est juste... Non, mais moi je suis intarissable. Hein, mais alors, là, à mon avis... Non, mais comme vous êtes quelqu'un d'engagé, ouais. et vous avez vraiment des idéaux... Enfin, voilà. Bah, en fait, moi, mon plus grand idéal, c'est exactement la même chose en politique qu'en intime. C'est la relation et la paix. Et il se trouve que... Donald Trump, c'est la première fois depuis que je suis née qu'il y a un président qui, premièrement américain, qui premièrement a décidé de faire la paix et qui le dit, et deuxièmement, qui a décidé de ne pas être fâché et paranoïaque avec la Russie et qui se met en relation avec la Russie. Et moi, ça me fait un effet, comme si papa et maman, qui étaient divorcés depuis que je suis tout bébé, tout à coup, ils se reparlent. Eh bien, moi, j'ai envie de voir ce que ça donne. Peut-être ça va être de la merde, mais ça me change que depuis que je suis née, ces gens-là se haïssent. Et nous, l'Europe, on est comme leur petit bébé. Et on voit qu'ils se disputent, qu'il y a eux, c'est le bien, eux, c'est le mal. Après, eux, c'est le mal, eux, c'est le bien. Et on ne sait pas. Et moi, ce que j'aime, c'est la paix, quoi. Et là, tout à coup, il y a un mec qui dit « Je vais faire la paix ». Peut-être il est fou, peut-être il ne va pas y arriver, peut-être j'en sais rien. Mais il a dit « Je vais faire la paix ». C'est la première fois que j'entends ça, depuis que je suis née. Donc c'est ça que vous gardez de lui? Ouais, moi c'est ça que je garde de lui parce que je le connais pas en fait. Hein. Peut-être si je l'avais rencontré, je dirais c'est un sale con. Mais il fait pas vraiment avancer la cause des femmes, par exemple. Ah mais je m'en fous en fait. Moi ce que je veux, c'est, vous voyez, en France on croit qu'on fait avancer la cause des femmes. Je suis pas sûre. Ouais. Et 50% des 18-30 ans, ils ont plus de sexe, ils font plus l'amour. Je vois pas en quoi ça a fait du bien aux femmes tout ça. Hein. Donc c'est pas en croyant qu'on fait du bien en fait. C'est en posant des actions qui disent, voilà, moi, ma valeur, c'est la paix. Bon, moi, je veux demander à voir. Peut-être c'est un mytho, j'en sais rien. Mais il a dit, je veux faire la paix. Et tout à coup, je te dis, papa et maman, ils se reparlent, quoi. C'est pas mal. Est-ce que depuis toujours, vous avez cette franchise? Oui. Non, c'est pas vrai. Avant, j'avais peur. Maintenant, je m'en fous. Voilà, c'est vrai, je vais avoir 60 ans. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ce qu'on pense de moi, franchement. Je suis contente quand on m'aime, mais quand on m'aime pas, ça me déplaît pas. C'est différent. Voire même, ça vous plaît un peu? Non, mais je vais rien faire pour qu'on m'aime. J'autorise les autres à pas m'aimer, quoi. C'est leur droit, c'est leur liberté. Et depuis que j'ai accepté que la liberté de l'autre, c'était de pas forcément m'aimer, que ma liberté à moi, c'était de pas forcément de faire des trucs pour qu'il m'aime, ma vie est plus sympa. J'ai vu un grand blanc dans ses yeux. Non, mais c'est bien. C'est tellement d'efforts que les gens t'aiment, quoi. Et j'ai pas envie de mettre l'effort là. Vos films, vous les faites pour le lien, enfin c'est tout ce qui est lien, mais il y a quand même donc une volonté de pas de paix, mais enfin de faire du bien aux autres. Ouais. Mais dans ce que vous venez de dire, ça veut dire aussi accepter que peut-être vous ne faites pas de bien aux autres. Et c'est okay. Ouais.
Mais la différence avec un film, c'est que je ne les force pas à aller voir mes films. Ils peuvent décider que comme ils ne m'aiment pas, ils ne vont pas aller voir mes films. Après, bon, ça me fait de la peine, mais c'est leur droit. Je peux pas... En fait, je ne peux pas plaire à tout le monde. Et alors, dans le cinéma, tu ne peux pas plaire à personne non plus, hein, parce que ça coûte trop cher. Autant quand tu écris un bouquin, personne ne le lit, tout, bon, c'est pas grave, hein, ça n'a pas coûté si cher, surtout aujourd'hui. Mais un film, ça coûte quand même de l'argent. Donc j'essaye toujours que le film que je fais, les gens ne perdent pas d'argent. C'est pas que j'ai envie qu'on m'aime, c'est que j'ai envie d'être rentable par rapport à... On m'a fait confiance, on m'a prêté de l'argent pour faire un film, je vais essayer de rendre quelque chose qui va donner un change. Mais même ça, maintenant, je me dis, bah, tu sais quoi, on a pris un risque ensemble, ça marche pas, ça marche pas. C'est pas... Ça me fait de la peine, mais bon. Et LOL, pourquoi avoir attendu 16 ans? Parce que vous n'aviez pas l'envie? Parce que j'avais pas envie, parce que je sais que je ferais pas mieux, et que je vois pas pourquoi je vais me tirer une balle dans le pied d'aller essayer de faire mieux qu'un film qui est déjà super bien. Et puis tout à coup, il y avait beaucoup de demandes. J'ai senti que les gens avaient... Il est passé sur Netflix. Les gens sont redevenus très fans du film. Beaucoup de gens m'en ont reparlé. Et je me suis dit, c'est une troisième phase de ma vie où j'espère je vais devenir grand-mère. Où, après avoir élevé mes enfants, après avoir vécu toute seule sans mes enfants, maintenant je vais rentrer dans une phase de grand-mère, j'espère, avec un autre rapport avec des enfants. Mes enfants, eux, ils vont devenir adultes, ils vont continuer leur vie. Et puis je trouve qu'en 15 ans, la vie, elle a tellement changé. Il y a une fille, elle m'a dit, tu sais, on s'en fout de l'histoire, ce qu'on veut, c'est ta DA. Et ça m'a vachement... En fait, je crois que c'est elle qui m'a convaincue. Ça veut dire que ce que les gens me demandent, c'est mon regard sur aujourd'hui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est moins marrant qu'il y a 15 ans, hein, quelque part. Voilà, on a peur de MeToo, on est sur les écrans, on vit vachement moins bien, on fait moins l'amour. C'est un peu la merde partout, il y a des guerres. Enfin bon, c'est plus chiant qu'il y a 15 ans. Mais je me dis, peut-être que je peux apporter aussi un autre éclairage. Et j'essaie de mettre un peu de lumière sur cette période-là. Et puis les filles de 25 ans et les garçons de 25 ans, ils sont quand même assez paumés, même s'ils font semblant de savoir où ils vont. Ils ont peur de faire des choix. Et voilà, le film, il parle de ça, de la peur de faire des choix et de la difficulté que c'est de se choisir tout le temps, quoi. Et la joie que c'est aussi. Est-ce que votre film, ça a touché toute une génération? C'est un film d'une génération, voire de 2 générations. Est-ce que vous avez des films comme ça un peu en lumière qui vous ont accompagné toute votre vie? Ouais. Bah déjà, il y a Les Bronzés. Moi, c'est mon film culte, je crois. Sans Les Bronzés, je crois que je ne serais pas la même. Ils m'ont amené tellement d'humour, tellement de manière... C'est une manière de voir la vie qui m'a fait vachement de bien. Après, c'est vrai qu'il y a des films comme Pretty Woman, comme Quand Harry rencontre Sally, comme Forrest Gump, comme tous ces films-là m'ont apporté énormément de choses. Tous les films des années 70, surtout 80, 90, quand j'allais beaucoup au cinéma. Tous les films de Claude Sauté, les films de Maurice Pialat, les films de Ken Loach, les films... Là, récemment, à Nora, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je trouve que chaque année, il y a 3-4 perles qui sont incroyables. Mais il y a bien un film qui vous a donné envie de faire du cinéma? Non? Quand j'étais petite, le premier film que j'ai vu au cinéma, c'est Autant n'emporte le vent. J'ai trouvé ça tellement fantastique, tellement énorme de pouvoir raconter une histoire d'amour dans la guerre de sécession. Enfin, et en même temps, c'est une histoire d'amour. Et j'espère qu'un jour, j'aurai le courage de faire une histoire d'amour dans la grande histoire de quelque chose. Il y a Warren Beatty aussi, il a fait un film qui s'appelle Reds. C'est l'histoire du communisme et c'est son histoire d'amour avec une journaliste. Et j'adore ce genre de film. Vous parlez de courage. Ouais. Donc, vous avez déjà l'idée, mais vous n'avez pas encore le courage de... J'ai pas l'idée de... Non, en fait, j'espère que quand j'aurai l'idée, j'aurai le courage. Voilà, c'est plus ça. Parce que je peux me dire, je peux aussi dire ça.
Puis c'est dur de faire un film aujourd'hui. Les gens, ils vont plus au cinéma. C'est difficile, mais je le ferais bien pour une plateforme. Moi, j'aime bien la plateforme aussi. Par exemple, là, en ce moment, il y a Le Guépard en italien. Et ouais, c'est pas le film de Visconti, mais... Eh oui, mais je me dis, c'est agréable à voir quand même. Ça me fait plaisir de retrouver le guépard. Voilà. Donc, voilà, je sais pas. En fait, moi, je me laisse mener par ce qui m'arrive, en fait. Puisque le public a commencé à prendre la parole. Bah voilà, on va leur demander des choses. Non, mais je vais donner la parole au public. Moi, je ne vous vois pas, mais est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés à poser une question à Lisa? Je vous donne mon micro, vous le gardez, vous le faites circuler, d'accord? Hop. Je vous en prie. Merci, bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir peut-être un peu plus en détail pourquoi c'est difficile de faire un film aujourd'hui, c'est-à-dire un film au cinéma. Ouais, un film au cinéma. Parce que sinon, il n'y a rien de plus facile, tu prends ton téléphone et tu fais un film. Voilà. À mon époque, il fallait une vraie caméra, il fallait du 35 mm, il fallait du son, il fallait plein de trucs. Aujourd'hui, en vrai, avec un téléphone et un petit micro que tu achètes je ne sais pas où, enfin, c'est hyper facile de pouvoir monter, faire tourner un film toute seule ou tout seul. Mais après, qu'il soit projeté au cinéma, que les gens le voient, etc., là, c'est une autre limonade. Mais avec l'arrivée des... Je rebondis, hein. Avec l'arrivée des plateformes, il y a aussi une possibilité de faire le cinéma autrement. C'est pas du cinéma, on raconte des histoires, on fait des films, mais c'est pas du cinéma. Le cinéma, il faut aller dans un cinéma. Ça, c'est du cinéma. Et les gens, pour les sortir de chez eux aujourd'hui, faut y aller. Hein. Ah oui. Puis c'est cher, quoi. Oui, j'allais dire, il y a aussi une question. Il y a beaucoup de jeunes qui me disent c'est trop cher. Après, je trouve ça pas très juste parce que quand tu as mis 3 ans à faire quelque chose, bon, ça va. 20 balles, c'est OK, quoi, ou 15 balles. Mais eux, ils se rendent pas compte parce que gratuitement sur Netflix ou sur je sais pas où. C'est pas tout à fait gratuit non plus, mais. Ouais, mais bon. Ouais. En général, c'est souvent les parents qui payent, ou il y a un compte pour 5 personnes, ou je sais pas quoi. Enfin, on a pris l'habitude que l'art soit gratuit. La musique, le cinéma, tout est gratuit, quoi. Tout est virtuel, dans un nuage de cloud, où plein de trucs super sont là. Mais on se rend pas compte que derrière chaque image, quelqu'un a fabriqué ça comme un artisan. Et en fait... c'est ça qui est bizarre, c'est que le cinéma, c'est un métier d'artisan, comme quelqu'un qui fabriquerait une chaise, une table avec ses mains. Enfin, et en même temps, c'est un truc projeté qui existe nulle part. Si on t'allume pas, t'existes pas. La chaise, même si personne s'assoit dessus, elle existe, quoi. Tu vois ? Est-ce qu'il y a une autre question ? Alors, vous arrivez à vous le passer ? Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour votre honnêteté et merci pour LOL. Je l'ai regardé 100 milliards de fois. J'adore. Les 2 versions, j'adore. J'avais une question parce que vous parliez d'empathie et je trouve que c'est hyper important aux relations, enfin pour plein de choses. Et je me demandais quand vous écrivez un film, est-ce que, comme vous disiez que c'était vous, votre histoire, quelque chose que vous avez envie de raconter, est-ce que c'est plutôt ça qui drive ce que vous créez, ce que vous allez partager, ou c'est de justement envoyer un message d'empathie aux gens qui vont le regarder? En fait, c'est un double mouvement. C'est pas vraiment moi qui écris, c'est l'écriture qui arrive en moi. C'est très bizarre. C'est-à-dire que souvent, je me mets devant mon ordinateur et mes doigts se mettent à écrire, mais je sais pas ce que je vais écrire. Je suis comme un canal, en fait. Mais jamais je fais un film si je ne me dis pas, ce film-là, il va faire du bien aux gens. Je ne fais pas un film pour moi, pour qu'on dise, oh là là, c'est un grand metteur en scène. Non, non. En fait, je me mets au service, j'ai l'impression d'une demande que j'entends, mais que personne ne m'a formulée. Mais j'ai l'impression que je me mets au service d'une histoire pour moi, mais pour les autres aussi, quoi. Et tout ça sans champignons. Et tout ça, alors je ne te dis pas quand il y a les champignons.
Vous avez déjà écrit sous champignon? Non, moi en fait, quand je prends de la drogue, parce que je prends de la drogue de temps en temps, mais de moins en moins, mais j'aime bien parce que ça fait des vacances au cerveau. Je prends que des drogues qui poussent naturellement, rien en poudre, rien dans le nez. Attention, hein, parce que ça c'est pas pareil. Mais c'est vraiment pour me relaxer le cerveau, quoi. C'est pour laisser mon cerveau partir en vacances. Et je me dis, de toute façon, je vais m'en rappeler. Et tout. Et puis, en fait, je ne m'en rappelle jamais. Mais j'ai des idées géniales. Hein, mais je ne les note pas parce que je suis en vacances. Et du coup, personne ne les voit, quoi. Et parfois, est-ce que les idées viennent en rêve? Je ne me rappelle pas de mes rêves non plus. Jamais? Jamais. Et là, quand vous dites que vous écrivez comme ça, que vous ne savez pas ce que vos doigts vont écrire, c'est un peu comme la poésie de... Son nom m'échappe maintenant. Bon, c'est pas très important, okay. Mais instinctif comme ça. Ouais. Après, une fois que tu écris un scénario, tu es quand même obligé d'être un peu structuré. Bien sûr. Donc, il y a des fois, je dis, bon, il faut que j'écrive la scène où machin et machin, ils se rencontrent. Il faut que j'écrive la scène où machin, ils se disputent. Bon, ça, je sais que j'ai ça à faire. Mais je me mets devant. Je sais qu'il y a une dispute qui va s'écrire, mais je ne sais pas du tout comment elle va être. Ça part, quoi. Et après, je retravaille dessus. Il y a un mélange entre ça part tout seul et je retravaille jusqu'à ce que je sais que c'est parfait, quoi. Et qu'est-ce qui est le plus amusant à créer? C'est les situations ou ce sont les dialogues? Pour moi, c'est les dialogues. Mais parce que les dialogues, ils sont tout le temps dans ma tête, quoi. Ça me libère, ça me vide ma corbeille de cerveau quand c'est ailleurs, quand c'est dehors. Et ce sont souvent des choses que vous avez entendues ou des choses que vous avez rêvé de dire? Ce sont des choses que vous avez dit? Un peu tout. Mais c'est vrai que moi, quand j'écris, c'est que j'entends. J'entends des dialogues et je les écris. Je ne vois pas. Il y a des gens, quand ils écrivent des films, ils voient le film. Moi, j'entends le film. Alors donc, vous écrivez jamais pour quelqu'un ou en pensant à quelqu'un? Ce sont des silhouettes? Ouais. Ouais. En général, c'est des silhouettes où... Ouais. Après, bon là, je sais que ça va être Sophie Marceau, ça va être ma fille aussi parce qu'elle jouait dans le premier LOL, donc c'est la petite fille dans la baignoire, donc la petite fille a grandi. Et c'est par elle que vous souhaitez être grand-mère bientôt? Non, elle, c'est la petite. Ouais. Non, il y a une grande, et puis il y a mon fils. Et puis sinon... Je sais pas, on verra. Vous n'êtes pas obligé de tout nous dire. C'est une association d'idées. Est-ce qu'il y a encore une autre question? Bonsoir. Bonsoir. Vous avez parlé du fait que vous écrivez et puis après vous perfectionnez le texte. Et quelle est la sensation ou qu'est-ce qui vous marque par rapport au fait de savoir que c'est bon pour l'écriture? En fait, c'est quand, généralement, je sais pas, il y a comme un signal que c'est bon. Et puis après, je la fais jouer, je fais des lectures à haute voix, et là, on voit si ça passe ou pas. Et souvent, ça passe pas. Souvent, il y a des trucs bien et il y a des trucs nazes. Et parfois, je crois que ce qui est bien, en fait, c'est trop écrit, et que ce qui est naze, en fait, ça marche bien. Donc, je recommence à écrire une fois que la réalité est passée dessus. Et après, quand je tourne, je recontinue à changer. Jusqu'à la dernière prise de la même scène, j'essaye d'améliorer. Mais vous laissez un peu de liberté aux acteurs, actrices? Totalement. Par exemple, LOL, il y avait 40% qui n'étaient pas écrits. Que c'est fait sur le tournage. Moi, en général, mes films, c'est entre 25-35% qui ne sont pas écrits. Mais vous ne faites pas beaucoup de prises? Je disais ça quelque part. Je préfère faire beaucoup de plans. En fait, il faut que je choisisse entre beaucoup de prises ou beaucoup de plans. Vous savez ce que c'est la différence entre prise et plan? Ça change peut-être par exemple, si on voulait filmer là ce que je suis en train de dire, soit on fait plusieurs fois, je répète la même chose comme ça, soit on en fait une, moi qui parle, une autre, vous qui m'écoutez, une autre, lui qui me filme, une autre en bas, et à chaque fois, j'en fais qu'une. Mais au moins, j'ai 4 points de vue différents. Et moi, je préfère avoir plusieurs points de vue
Au début, je faisais pas ça. De mon premier film, je croyais que j'étais un génie. Donc, je faisais un plan séquence et je me disais, c'est génial. Et en fait, c'était trop lent, trop chiant, j'avais pas où couper, c'était l'enfer. Bah oui. Ouais. Et maintenant, même si c'est pas terrible, je fais un autre point de vue, un autre point de vue, un autre point de vue, et après je peux couper, je peux monter, et il y a du rythme. Et ce qui compte, je trouve quand même beaucoup, c'est le rythme. Mais donc vos films se font aussi beaucoup en salle de montage ou pas? Tous les films se font en salle de montage. Mais des gens qui sont très structurés et puis qui savent exactement... Ça n'existe pas. Ah bon? Non. On m'a menti. On vous a menti. Et alors parfois, d'abord, moi je suis assez structurée parce que j'aime pas gâcher de l'argent. Et quand on n'est pas structuré, on va gâcher de l'argent. Je vais le tourner puis on verra bien au montage. Cette phrase, je peux pas la dire. Moi, je travaille le scénario comme une... En fait, j'ai pris un cours de scénario avec le plus grand scénariste du monde, qui s'appelle Robert McKee, et qui était vraiment le maître absolu de scénario. Et il m'a dit il a dit une phrase. Un scénario, il est fini quand on peut rien retirer. Et moi, je m'attendais à quand on peut rien ajouter, tu vois. Et moi, mes scénarios, je me dis, ok, qu'est-ce que je peux enlever? Qu'est-ce que je peux enlever? Qu'est-ce que je peux enlever? Pour que vraiment ce soit de l'huile essentielle. Et ça, c'est vraiment important. Parce que sinon, on se laisse aller, on fait des scènes qui riment à rien. Une scène, ça doit te changer quelque chose. Il y a des scènes, si ça ne change rien, il ne faut pas qu'elle soit là. Donc moi, quand j'écris mon scénario, je fais en sorte que tout compte. Donc il n'y a pas grand-chose qui va partir à la poubelle. Mais il y a quand même des endroits où on s'est gouré et la scène, elle ne marche pas ou elle ne sert à rien. Mais c'est très rare. Et puis monter l'histoire autrement, c'est-à-dire utiliser tout ce que vous avez utilisé, mais les agencer différemment. On n'a pas la science infuse. Et malgré tout, le film, une fois qu'il est passé par les acteurs, en fait, il y a un moment où c'est moi qui contrôle le film, et à un moment, le film, c'est lui qui va me contrôler. Le film, il va me dire, moi, je veux que ça démarre comme ça. Toi, tu voulais que ça démarre comme ça, mais il est mieux comme ça, regarde. Et ça se fait tout seul. Tout à coup, on s'en rend compte. Il faut laisser la place au film de dire ce qu'il a à dire aussi. C'est pas que moi. Et vous montez toujours avec les mêmes personnes? Depuis Dalida, oui. C'est le même monteur. Donc vous devez faire absolument confiance ou bien vous êtes très contrôlante? Ah non, moi je fais confiance à tout le monde sur un film. Si on veut tout contrôler, on meurt. Moi je fais confiance au déco et il est meilleur que moi en déco. Je fais confiance au monteur, il est meilleur que moi en montage. Après, je me dis ça me plaît pas, mais c'est tout. Est-ce qu'il y a encore une question? Ah voilà, pardon. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez jamais considéré Mon bébé comme LOL 2? Parce que même si à base, Sophie Marceau, il se situe entre le premier et le deuxième, si j'ai bien compris. Ouais. En fait, il s'est trouvé que c'était un peu LOL 2. Effectivement. Sauf que j'avais pas pris Sophie Marceau. Donc en fait, là, ça va être les mêmes acteurs que Mon bébé, mais avec Sophie Marceau et les mêmes... Et puis je fais revenir un peu les acteurs de LOL 1 aussi à la fin. Donc voilà. Mais du coup, je ne sais pas du tout qu'est-ce que ça va donner, mais j'essaye. Est-ce que ça vous intéresse de voir ça? Oui. Bon, voilà. C'est tout ce qui compte. Ne serait-ce que pour vous, je vais le faire. Voilà. Merci. Est-ce que revenir, c'est toujours un peu périlleux? Enfin, je ne sais pas si c'est périlleux, mais on a toujours l'impression que c'est périlleux de revenir 16 ans ou X ans après un film qui a fonctionné. Est-ce que Sophie Marceau, j'ai compris que c'est un peu une amie, je pense, mais est-ce qu'elle a été difficile à convaincre? Non, c'est elle qui m'a beaucoup supportée pour le faire, en fait. J'ai écrit, je me suis dit, elle ne va pas accepter juste un pitch, je vais lui dire, je fais LOL 2, t'es d'accord? Elle ne va pas me dire oui, elle va dire, montre-moi le scénario. Et j'ai fait un scénario qui lui a tellement plu que ça fait 2 ans maintenant. Elle est avec moi dans cette histoire. Et on a vraiment fait équipe sur ce film. Et puis, comme on se connaît bien maintenant, on s'aime beaucoup, en fait. Et voilà, c'est un film où on a envie de dire plein de choses et de lâcher plein de choses. Voilà. Et donc, on le verra quand? Vous le tournez quand? En mai. Ah là, non, demain, quoi. Ouais. Et on le verra en... J'espère en février 2026. On est en 25, 26. Putain, ça passe vite. Mais vous êtes rapide, c'est pas plus long le montage d'un film? Si c'est plus long, on le verra en avril. Ouais, non, mais donc c'est pas... Non, mais ouais, ça va. Je sais pas. Non, mais on va essayer parce que en France, pour que les films y marchent, il faut les sortir pendant les vacances.
Et les vacances de février, c'est ce qui correspond le plus à ça, quoi. Dernière question peut-être du public. Ah, mais il y en a plein en fait. Pardon, on a trop parlé. Il est l'heure. C'est plus Bientôt. une suggestion. Ah, merci d'avance. Vous nous avez dit que vous aimiez les bronzés. Vous savez que Josiane Balasco Je est sais. là. J'espère que vous allez faire quelque chose avec elle. Bah, Ça serait un joli en projet. fait, je vais lui en parler ce soir. Non, mais parce que je l'adore fort. C'est vraiment quelqu'un qui a un peu changé ma vie aussi. Hein. Et bizarrement, elle a tourné avec ma fille dans un film de Fabien Antoniente. Et ce soir, il y a Gazon maudit, vous savez, qui passe. Allez, il faut y aller. Vous êtes en concurrence, en fait. On est en concurrence, ouais. Moi, j'ai une rencontre. Et À 8 heures une aux rencontre, Galeries. c'est le film que j'ai fait qui a le moins marché. Et je crois que c'est le film que j'aime le plus. Pourquoi? Parce que c'est un film très poétique. Et c'est un film que j'adore. Et je ne sais pas pourquoi il n'a pas marché. Donc je suis contente qu'il repasse ce soir. J'espère qu'il y aura quelqu'un dans la salle. Mais voilà, quoi. Ah bah très bien. Qui c'est qui va le voir? Ah bah super. Bah déjà, voilà. Ne serait-ce que pour vous. Vous me direz, vous m'enverrez sur Instagram. Vous me direz j'ai aimé, j'ai pas aimé. Voilà. C'est un film un peu maniéré. J'avais envie de faire un film maniéré. Enfin, j'ai vraiment fait... Je me suis pas entendue avec le chef-op, mais il était bon, mais il était chiant. Donc il m'a beaucoup brimé. En plus, je joue dans le film. C'est le seul film où je joue. Et j'avais envie de faire un film un peu comme Wong Kar-wai, mais français. Et j'ai toujours rêvé de faire le remake de ce film. Peut-être que j'y arriverai un jour. Et voilà, on verra bien. Mais je trouve ça marrant de faire une rencontre aux rencontres, quoi. C'est vous qui avez choisi? Non, enfin oui. Ils m'ont dit non, mais ça, tout le monde l'a vu, alors qu'une rencontre, justement, comme c'est celui qui est le moins vu, puis que ça s'appelle les rencontres, alors c'est pas mal. Ouais, c'est vachement bien. Et puis pourquoi Josiane Balasco particulièrement a changé votre vie? Mais parce que c'est une femme qui m'a montré qu'on pouvait être femme réalisatrice. Il y a Colline Serrault aussi. Mais Josiane, quand elle a fait Gazon maudit, c'était énorme. J'aime son humour dans les films. J'aime ce personnage qu'elle représente. C'est aussi quelqu'un qui dit tout ce qu'elle pense. On a l'impression qu'elle cache pas ses mots, quoi. Enfin, et je la sens tellement généreuse, tellement... Son regard me bouleverse, en fait. Donc c'est vrai que j'aimerais beaucoup tourner avec elle, mais d'ailleurs, je vais peut-être la faire tourner dans LOL 2, si elle accepte. C'est pas con, ça. Je vous jure que si elle est dans LOL 2, ce sera grâce à vous. Hein. Comme quoi, des fois, il faut dire des bêtises. Ouais, parce que j'ai un rôle d'autre grand-mère. Elle serait super si elle acceptait de faire une participation. On va voir. Toute la distribution n'a pas été encore... Bah non, on est en plein dedans, là. Ah ouais, c'est en mai? Ouais, je sais. Eh ben, si c'est pas mai, ce sera juin. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein, Mais ça va vite. En fait, un film, ça met beaucoup de temps, puis d'un coup, ça part. Puis là, il faut être prêt. Hein. Pour chaque film, il y a le même vertige ou la même excitation? Ben, c'est surtout Vertige, la même stress, quoi. Ouais. On ne sait pas jusqu'au bout si on va y arriver ou pas. Mais une fois que ça part, j'aime bien. Dernière question peut-être du public. Ah oui. Ah, eh ben moi aussi, j'aimerais bien le savoir. C'est pas une mauvaise idée, ça. Oh, il en a plein des scénarios. Mais il a un peu utilisé dans Angela. C'était un peu le même thème. Donc je pense que... Mais il n'a pas besoin de moi pour faire des films. Alors moi, il faut que vous m'éclairiez. Angela, j'ai pas vu. C'est un film qu'il a fait qui s'appelait Angela. Mais ça parle de quoi? C'est une histoire d'amour entre deux personnes. Moi, c'était l'histoire en fait d'un séducteur qui est tombé amoureux d'une nana qui avait décidé de rester vierge jusqu'à son mariage. Et lui, il essayait de la convaincre de... Je pense que là, il n'y arriverait pas à le faire, hein, le film. Là, pendant que je le pitch, je me dis, ça va un peu coincer. Me too, quoi. Hein, c'est ça. Ouais. Ouais. Et
Vraiment, dernière question, sinon moi je prendrai la parole pour une dernière question. Non, il n'y en a pas. Hein. Donc, sauvez-vous. Enfin, je veux dire, si vous voulez plus m'entendre. Ah. Une autre question? Ouais. C'est pas toujours l'amour, le festival? Non. Ok, d'accord. Je suis bien tombée. Ouais. Du coup, est-ce que vous avez quelque chose de particulier de dire par rapport à l'amour et par rapport à quelque chose qui vous lie à l'amour à travers vos films ou autres? Ben, en fait, le documentaire que j'ai fait, il s'appelle You Love. Alors, est-ce que tout le monde sait ce que ça veut dire YOLO? You only live once. Okay, ça veut dire, en gros, carpe diem. On n'a qu'une vie. Et moi, j'ai rajouté love, you love. On n'a qu'une vie. Et en fait, cette vie, elle sert à aimer et à être aimée. Voilà, c'est ça que j'ai à dire. Parce que quand on va dans les hôpitaux, la seule chose qui compte, c'est qui c'est qui vous aime assez pour venir vous voir et qui c'est que vous avez aimé pour que partir, ce soit pas si difficile, quoi. Et bim. Et c'est sûr, c'est... Mais vraiment, l'amour... Et il faut que vous sachiez que j'ai jamais vécu un grand amour. Je sais même pas ce que c'est. Moi non plus. Ah bah écoute, la première appelle l'autre. Ok. Il y a encore demain, exact. C'est en italien? Comment on dit en italien? Domani. C'è ancora domani. Voilà, c'è ancora domani. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Julia. Merci. Et merci à vous tous.